De tous les muscles du corps, il y en a un qui permet à lui seul de paraître instantanément plus musclé, et c'est pas les abdos, c'est pas les biceps, c'est même pas les pectoraux, c'est bien sûr le dos. Et personnellement, j'ai mis des années à comprendre comment bien le travailler, mais depuis que j'ai fait les ajustements nécessaires, mon dos, c'est devenu l'un de mes points forts. Le problème, c'est que la majorité des pratiquants entraînent leur dos depuis des années sans vraiment avoir de résultats significatifs. Parfois, c'est une mauvaise exécution, un mauvais angle de travail, un mauvais choix d'exercice, mais dans tous les cas, c'est la même chose, ils s'entraînent beaucoup, mais le stimulent très peu. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 conseils plus un bonus basé sur la biomécanique et ma propre expérience pour que vous puissiez réellement optimiser le travail du dos. Et honnêtement, si vous appliquez correctement tous ces conseils, je vous promets que votre dos va commencer à se muscler très sérieusement. Déjà, le premier truc indispensable à comprendre et quelque chose que j'ai mis des années à réaliser, c'est que le dos et les dorsaux, c'est pas la même chose. Quand on parle de muscler son dos, on utilise un terme un peu général pour parler de plusieurs groupes musculaires. Mais le dos, on pourrait partir du principe que ça comprend les dorsaux bien sûr, mais aussi les trapèzes, le carré des lombes, donc le bas du dos, les érecteurs du rachis, le grand rond, le petit rond et même peut-être le deltoïde postérieur. Tout ça, c'est les muscles qui sont visibles lorsque vous êtes de dos et qui potentiellement rentrent en jeu quand vous avez envie de développer un dos massif. Le problème avec tout ça, c'est que tous ces muscles ont des actions complètement différentes. On ne travaille pas de la même façon les dorsaux que les trapèzes. Et si votre programme d'entraînement ne fait pas la distinction entre tous ces groupes musculaires, et bien forcément, vous allez en laisser certains de côté et développer des déséquilibres. C'est personnellement ce qui m'est arrivé. Pendant mes 4-5 premières années de musculation, mes séances dos rimaient avec stimulation du grand rond. Vous savez, ce muscle qui est juste en dessous de l'aisselle, qui a des actions un peu similaires à celles des dorsaux, mais qui visuellement donne un look au dos totalement différent. Pour rappel, ce qui donne un aspect large au dos, c'est surtout le développement du grand dorsal et des grands ronds. Mais ce qui donne un aspect un peu plus épais au dos, je dirais que c'est plus le développement des trapèzes, des érecteurs du rachis, du carré des lombes et dans une certaine mesure du deltoïde postérieur. Donc à partir de ce constat, vous avez juste à choisir votre camp. Est-ce que vous voulez un dos large, un dos épais, les deux en même temps? Si vous voulez les deux en même temps, il va falloir faire preuve de pas mal d'organisation dans votre programme de musculation. Mais ça tombe bien, on va en parler juste après. Le deuxième conseil, c'est quelque chose de déterminant à comprendre, quel que soit le groupe musculaire que vous allez travailler d'ailleurs, mais encore plus pour le dos. Je suis persuadé que vous n'en avez jamais entendu parler, et même si vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous ne comprenez pas exactement comment ça fonctionne. On va parler de la ligne de force. La ligne de force, c'est en fait la représentation de la force contre laquelle vous allez résister en faisant vos exercices de musculation. La ligne de force, ça existe, que vous utilisiez des charges libres, des machines, des poulies, etc. C'est toujours pareil. Il y a une bonne nouvelle, lorsqu'on utilise une charge libre, la ligne de force, c'est la gravité. Mais quand on utilise des machines ou des poulies, comme c'est souvent le cas pour l'entraînement du dos, ça devient un peu plus compliqué à visualiser. Et pourquoi c'est important de la visualiser et de la comprendre? Parce que la relation entre la ligne de force et le bras de levier détermine à 100% comment votre dos va travailler. Et quand je dis votre dos, je parle de tous les groupes musculaires, que ce soit les dorsaux, les trapèzes ou autres. Et on va déjà commencer à illustrer ça avec les dorsaux. Lorsque vous faites du tirage vertical supination par exemple, la ligne de force, elle va être facile à illustrer parce qu'elle suit exactement la trajectoire du câble. Et ce qui va être intéressant, c'est de visualiser le rapport entre la ligne de force et le bras de levier. Et comment on se représente le bras de levier? C'est très simple. C'est la distance entre l'articulation d'épaule et la ligne de force. Pourquoi l'articulation d'épaule? Parce que c'est celle que votre grand dorsal va faire bouger entre guillemets. On aurait pu prendre l'articulation du coude pour les biceps et les triceps, l'articulation du genou pour les ischios et les quadriceps, etc. etc. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais plus le bras de levier est important, plus le muscle responsable de l'action va travailler. Donc nous, en musculation, quand l'hypertrophie est l'objectif, on veut un bras de levier très important, parce que ce bras de levier important va provoquer une stimulation importante. Plus vous allez réduire ce bras de levier, et bien moins le muscle concerné va faire d'efforts. Vous commencez à voir là où je veux en venir? Votre objectif, lorsque vous exécutez un exercice de musculation, c'est de visualiser cette ligne de force, c'est de visualiser ce bras de levier pour faire en sorte qu'il reste le plus important possible tout au long de votre répétition. Et ça passe par une exécution impeccable. Regardez la différence entre ces deux tirages verticaux. Le premier est fait avec une exécution qui permet d'avoir un bras de levier important. Le second est fait avec une exécution qui permet d'avoir un bras de levier le plus court possible. Dans le premier cas, on va avoir une excellente stimulation des dorsaux et très peu de compensation avec les biceps et les avant-bras. Par contre, dans le deuxième cas, on va avoir très peu de stimulation du grand dorsal et beaucoup de stimulation des biceps et des avant-bras. Alors que dans les deux cas, on a les mêmes exercices. On a virtuellement le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, les mêmes temps de récupération.
mais l'exécution est tellement différente que ça peut conditionner vos progrès. Et c'est le même principe avec tous les exercices pour le dos. Si jamais on prend du tirage bûcheron, un exercice qui est totalement charcuté par la plupart des pratiquants de musculation, on se rend compte que d'un côté, il y a la bonne exécution pour les dorsaux, et d'un autre côté, il y a une exécution qui laisse la place à la compensation des biceps, des avant-bras, des érecteurs du rachis, etc. Donc votre mission, si vous l'acceptez pour votre prochaine séance de musculation, ça va être d'identifier où se trouve la ligne de force sur tous vos exercices de musculation. En déterminant la ligne de force, vous pouvez identifier le bras de levier. En identifiant le bras de levier, vous pouvez l'optimiser pour avoir la meilleure activation possible. Une fois que ce travail est fait, vous ne vous entraînez plus au hasard. Vous savez exactement pourquoi tel exercice est intéressant et comment l'exécuter pour avoir une stimulation maximale. Le troisième conseil qui m'a changé la vie, et honnêtement je culpabilise d'avoir mis autant de temps à m'en apercevoir, c'est que l'unilatéral, c'est la clé pour l'entraînement du dos. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs, beaucoup de pratiquants s'accordent à dire que c'est quand même supérieur pour l'entraînement du dos. Pourquoi c'est supérieur? Parce que la plupart des machines, poulies, et même les charges libres d'ailleurs, ne sont pas faites pour respecter la trajectoire des fibres musculaires des dorsaux et du coup optimiser son développement. En clair, si vous travaillez toujours les deux bras en même temps, pour vos tirages verticaux, vos tirages horizontaux, vos tirages bras tendus, etc., et ben vous risquez de laisser de côté pas mal de recrutement musculaire. Et ça, ce serait dommage. Il y a une spécificité avec les fibres des dorsaux, c'est qu'elles partent de l'extérieur pour arriver vers l'intérieur. Donc pour arriver à bien les stimuler, il faut avoir un mouvement convergent, un mouvement qui part de l'extérieur et qui arrive vers l'intérieur. Le problème, c'est que lorsqu'on travaille les deux bras en même temps, on peut avoir qu'un mouvement linéaire. Et du coup, on n'arrive jamais à l'étirement complet et ou à la contraction complète. Et ça, c'est un vrai problème. En travaillant en unilatéral, on peut modifier la position de son corps pour que la trajectoire du mouvement soit alignée avec la trajectoire des fibres musculaires des dorsaux. Et là, tout s'imbrique. C'est comme deux pièces de puzzle qui vont parfaitement s'aligner pour provoquer une excellente stimulation avec des gros étirements et des grosses contractions. Et ça, c'est valable pour tous les exercices. Les tirages verticaux, quelle que soit la prise, les tirages horizontaux, quelle que soit la prise, les tirages bras tendus, tous les exercices pour le dos vont bénéficier d'un travail en unilatéral. Mais dans ce cas-là, pourquoi les machines pour travailler le dos sont ce qu'elles sont dans la plupart des salles de sport en France? C'est vrai que si on s'obstine à travailler les deux bras en même temps sur des machines Technogym ou Matrix qui sont pas toujours bien formulées, c'est clair qu'on va pas aller bien loin avec le développement du dos. Mais ces machines peuvent être très intéressantes à utiliser en unilatéral. Et d'autres marques de machines, je pense en l'occurrence à Prime, à Watson, à Hammer Strength, ont des équipements déjà un peu plus adaptés au travail du dos, et encore, c'est pas systématiquement le cas. Personnellement, dans mes séances dos, la majorité, voire même la totalité de mes exercices sont faits en unilatéral. Il n'y en a qu'un seul que je fais systématiquement les deux bras en même temps, et l'exercice en question, ça concerne le quatrième conseil, c'est les tractions. Les tractions, les amis, j'aurais tendance à dire que c'est presque indispensable, voire même potentiellement complètement indispensable. C'est pourtant un mouvement dont je me suis passé pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que je savais pas en faire. J'étais soit trop lourd, soit trop gras, soit pas assez fort, et je vous avoue que peut-être les 4 premières années de musculation, j'ai pas touché aux tractions. À part aux tractions supination, que je faisais probablement un peu plus pour les biceps, mais des tractions pronation ou prise neutre ou même supination avec un focus dorsaux, j'ai commencé à les ajouter à ma programmation d'entraînement qu'après 4-5 ans de musculation, vous imaginez? Et pourtant les tractions, si je dis que c'est presque indispensable, c'est parce que ça travaille pas seulement les dorsaux. Ça travaille évidemment les grands ronds, ça travaille les fléchisseurs du coude, donc biceps et avant-bras, ça travaille aussi trapèze moyen et aussi inférieur. Mais au-delà de ça, c'est un mouvement hyper complet pour le haut du corps qui nécessite que vous puissiez maîtriser votre propre poids du corps. Et ça, au même titre que les dips sont hyper intéressants pour les pectoraux, les tractions sont hyper intéressantes pour le dos. Et vous avez vu, j'ai bien dit le dos, pas juste les dorsaux. Et depuis que j'ai appris comment les faire correctement, mais aussi comment et pourquoi ça travaillait l'ensemble du dos, je peux vous dire qu'il est très rare que je fasse un programme musculation pour le dos sans mettre de traction. Alors oui, ça m'arrive parfois, mais quand je le fais, quand je m'en passe, j'ai toujours l'impression qu'il manque un petit quelque chose. Le souci avec les tractions, comme beaucoup d'autres mouvements pour le dos, c'est qu'elles sont charcutées par la plupart des pratiquants de muscu. D'ailleurs, vous avez qu'à vérifier la prochaine fois que vous allez en salle de sport. Combien de pratiquants font de belles tractions? Mais je vous parle vraiment de belles tractions en mode hypertrophie avec une trajectoire bien verticale, pas de compensation avec le reste du corps, une exécution vraiment dans les règles de l'art. Je serais pas surpris que vous en trouviez pas beaucoup, voire même pas du tout. Et ça peut se comprendre à partir du moment où on a un poids de corps un petit peu trop haut, un taux de masse grasse un petit peu trop haut, les tractions deviennent très difficiles à maîtriser. Mais en plus de ça, c'est un mouvement où l'ego intervient beaucoup, au même titre que, je sais pas, les élévations latérales, le curl biceps. C'est des mouvements populaires que tout le monde a envie d'essayer, mais malheureusement que tout le monde ne sait pas exécuter. Le prochain conseil, je vous le dis tout de suite, il va pas vous faire plaisir. Et moi-même, il m'a pas fait plaisir quand j'ai appris le pourquoi du comment de ce que je vais vous dire maintenant. 2 exercices suffisent pour travailler les dorsaux. Pas 3, pas 4, pas 8, juste 2 exercices. Et d'ailleurs, c'est presque quelque chose qu'on pourrait appliquer pour tous les groupes musculaires, mais pour les dorsaux encore plus. L'action du grand dorsal,
elle est bête et méchante. C'est soit de ramener le bras vers l'arrière, ce qu'on appelle une rétropulsion, soit ramener le bras vers l'intérieur, ce qu'on appelle une adduction. Alors oui, pour ceux qui chipotent un petit peu, il y a plein d'autres actions secondaires, voire même tertiaires, comme la rotation interne du bras, l'inclinaison latérale, la torsion aussi, mais à aucun moment vous allez utiliser ces actions secondaires pour développer vos dorsaux. Et comme l'action primaire, elle est très simple et basique, on n'a pas besoin de multiplier les mouvements pour travailler cette zone-là. Et ces deux exercices, ils ressemblent à quoi? C'est très simple. Un tirage vertical pour la forte tension d'étirement, un tirage horizontal pour la forte tension de contraction. Et c'est fini, c'est terminé, vous avez travaillé le grand dorsal sur toute l'amplitude de mouvement. Ça veut dire que faire des séances à rallonge avec 4 exercices, parfois 5 pour les dorsaux, c'est évidemment de la perte de temps, mais encore pire que ça, c'est du déchet qui va impacter négativement votre récupération, qui vous empêchera de vous entraîner aussi souvent que possible, et du coup qui va limiter votre progression. C'est un peu contre-intuitif de se dire je vais en faire moins pour progresser plus. Mais littéralement, 2 exercices différents pour les dorsaux, avec 3 à 4 séries pour chacun de ces exercices, ça suffit largement. Et perso, si je devais en garder uniquement 2, ce serait du tirage grand dorsal pour travailler un peu l'étirement, et ce serait du tirage horizontal ou du tirage bûcheron pour travailler la contraction. 4 séries de chaque, j'ai les dorsaux en miettes, j'ai fait ce que j'avais à faire pour bien stimuler cette zone. Mais bien stimuler vos muscles, ça suffit pas, il faut aussi bien les nourrir. Et pour ça, il faut que vous puissiez consommer assez de protéines, et puis ajouter un peu de créatine par-dessus, ça fait jamais de mal. Prenez la Whey Isolate native de Coalition, c'est la marque que j'ai lancée il y a 2 ans. J'ai lancé la meilleure whey possible. Fait à partir de lait français, très faible en lactose, filtration à froid et 25 grammes de protéines par dose. Et pour la créatine, c'est le meilleur également. Label Créapure, 3 grammes de créatine par dose, personnellement j'en prends un peu plus, 5 grammes par jour à la fin de ma séance. Je me casse pas la tête, je mélange les deux, 2 scoops d'Isolate native et une grosse dose de créatine. Vous savez que la créatine c'est l'un des compléments les plus recherchés dans la musculation. Ça a fait ses preuves à condition que vous choisissiez la bonne forme. Et Créapure, ça vous assure un maximum de qualité. Et pour la protéine que vous consommez, faites pas de concession non plus, prenez de l'Isolate native. Vous pouvez la commander en cliquant sur le premier lien dans la description avec le code NASSIM10 pour avoir 10% de réduction. Premier lien dans la description, NASSIM10, 10% de réduction. Le 6e conseil, je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, mais je vais le dire quand même, l'étirage, pronation, supination et prise neutre, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Certains vont me dire, ouais, mais sur la pronation, tu travailles plus l'adduction que sur la supination et la prise neutre. On s'en fout. Quelle différence ça va faire sur le développement de vos dorsaux? Pas grand-chose. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant très longtemps, je m'obstinais à varier et tester toutes les prises. Je commençais par du tirage vertical pronation. Ensuite, je faisais du tirage horizontal prise neutre. Ensuite, je faisais du rowing buste penché en supination. Et j'enchaînais les mouvements avec toutes les prises nécessaires parce que j'avais l'impression que certaines prises allaient travailler l'extérieur des dorsaux, l'autre le haut des dorsaux. Tout ça, c'est des conneries, ça travaille de la même façon. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est très libérateur de se dire j'ai juste à choisir une prise, celle sur laquelle je me sens le mieux, celle sur laquelle j'arrive le mieux à sentir le dos, celle sur laquelle j'arrive le mieux à surcharger progressivement, et je la conserve. Je n'ai plus besoin de la changer. Pour ma part, par exemple, je sens très bien les dorsaux en pronation. Donc je fais mon tirage vertical en pronation, je fais mes tractions en pronation, et j'ai aucun mal à ne pas explorer les autres prises en ayant la culpabilité de me dire « Ah bah c'est dommage, je rate quelque chose ». Absolument pas. Alors attention, je suis pas un extrémiste non plus, il m'arrive de faire des mouvements en supination et en prise neutre, mais je réalise bien qu'ils ne vont pas provoquer une stimulation différente sur mes dorsaux. Donc pour moi, votre mission, c'est d'identifier la prise de main avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et de charbonner dessus. Parce qu'il n'y a pas de secret, la prise de muscle, ça reste toujours tension mécanique et surcharge progressive. Et quelle que soit la prise de main que vous utilisez, si vous vous assurez évidemment d'avoir une bonne technique, que ce soit pronation, supination ou prise neutre, ça ne fera pas de différence sur le développement de vos dorsaux. Le 7e conseil, malheureusement, je ne l'ai réalisé que bien trop tard. Le soulevé de terre, ce n'est pas un exercice pour les dorsaux. Certains pourraient dire que c'est même pas un exercice pour le dos. C'est un exercice pour la chaîne postérieure qui va travailler un ensemble de groupes musculaires, des mollets jusqu'au trapèze. Mais est-ce qu'il est vraiment possible d'isoler un groupe musculaire ou un muscle avec du soulevé de terre? J'ai quand même l'impression que la réponse est non. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça vont souvent prendre l'exemple de pratiquants qui ont un dos très développé et qui sont en même temps très forts au soulevé de terre. Mais la relation n'est pas toujours établie avec eux. Probablement que leur dos a été développé avec d'autres choses, et probablement que le soulevé de terre y a contribué, mais dans quelle mesure? C'est difficile de le dire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je m'obstinais à faire du soulevé de terre à chacune de mes séances dos pendant très longtemps. Alors je suis devenu fort au soulevé de terre, assez fort pour soulever jusqu'à 260 kg. J'ai développé des érecteurs du rachis assez solides, j'ai développé des fessiers assez solides, mais est-ce que mes dorsaux, mon grand rond, mon deltoïde postérieur, et dans une certaine mesure certaines parties de mes trapèzes ont vraiment bénéficié de tout soulevé de terre? J'en suis pas certain. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que j'ai pas fait du soulevé de terre très régulièrement. Je continue à faire des variantes genre soulevé de terre jambes tendues pour les ischios ou soulevé de terre trap bar uniquement pour les fessiers, mais du soulevé de terre classique,
J'en ai pas touché depuis très longtemps et mon dos se porte très bien. Il se porte même encore mieux que lorsque j'en faisais. Donc c'est vous dire à quel point c'est important de se détacher émotionnellement de certains exercices et de réaliser qu'ils ne sont pas si indispensables que ça. Surtout lorsque l'objectif est l'hypertrophie. En bonus, on a quelque chose qui parasite littéralement la progression de beaucoup de pratiquants, c'est malheureusement l'ego. L'ego peut littéralement tuer tous vos gains. Et c'est quelque chose dont moi-même j'ai été victime, alors que vous me connaissez, je suis quand même très méticuleux sur l'exécution du mouvement. Mais moi-même, je me suis laissé emporter par l'ego, et il m'est arrivé pendant très longtemps, de soulever des charges qui étaient bien supérieures à ce que je pouvais réellement maîtriser, en prenant en compte tout ce que j'ai dit plus tôt, ligne de force, bras de levier, unilatéral, sélection d'exercices, etc. Donc oui, vous serez peut-être surpris d'entendre que j'étais plus fort il y a 10 ans sur l'entraînement du dos que je ne le suis aujourd'hui. Pourtant, mon dos a continué de se développer avec des charges qui ont réduit. Là, vous allez me dire, mais comment c'est possible ? On a besoin d'une surcharge progressive pour progresser sur n'importe quel groupe musculaire. Oui, mais n'oubliez pas que la surcharge progressive, c'est pas juste la charge que vous allez augmenter, ça peut être aussi l'amélioration de votre technique d'exécution. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Au bout de 4-5 ans de musculation, je connaissais pas la ligne de force, je savais pas ce qu'était un bras de levier, je savais pas ce que c'était un exercice à forte tension d'étirement ou à forte tension de contraction. Donc de manière assez bête et méchante, mais sans me mettre en danger bien sûr, je tirais. Je me rappelle que je faisais du tirage bûcheron avec des haltères de 50 kg, c'est évidemment quelque chose que je ne fais plus du tout. Aujourd'hui, j'utilise 36, 38, 40 kg dans les bons jours, avec bien sûr une exécution impeccable et toutes les autres variables qui vont bien avec. Donc n'ayez pas peur de laisser l'ego de côté, n'ayez pas peur de réduire vos charges de travail lorsque c'est nécessaire pour améliorer la technique d'exécution, et vous allez voir que votre dos va exploser. N'hésitez pas à me dire lesquels de ces 7 conseils vous appliquez déjà dans votre séance dos, et puis allez voir une autre vidéo qui s'affiche juste ici, elle est super intéressante, je suis sûr que vous ne l'avez pas vue, et nous on se retrouve bientôt.